reparti pour un énième numéro de Fil d'encre. Nous vous rappelons que c'est la deuxième partie de notre émission avec M. Edmond Okinvele Nkogo, auteur de l'essai intitulé Déficit démocratique et mal développement en francophonie avec comme sous-titre « Quand nos dirigeants ne peuvent plus », publié aux éditions L'Harmattan en 2019. Nous rappelons que cet ouvrage a été préfacé par l'ex-secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, le Sénégalais Abdou Diouf. Monsieur Okinvele, merci de nous recevoir une énième fois, tout en rappelant aux auditeurs que nous avions déjà eu un entretien sur la question. Nous allons y aller davantage. Si on a décidé d'avoir un énième numéro, c'est le fait que le sujet est abondant. Alors, de ce que l'on a pu retenir, vous mettez un accent sur le fédéralisme pratiqué dans d'autres pays que la France et le modèle constitutionnaliste au détriment du modèle présidentialiste. Avez-vous des exemples concrets en matière de nomination et pratiques constitutionnelles qui seraient nécessaires à ce que tout le monde puisse comprendre le bien fondé de ce choix? Oui, d'abord je voulais revenir sur la question que vous m'avez posée la dernière fois, à savoir qu'est-ce que je veux moi-même. Je veux dire, après donc que j'ai soutenu un candidat qui va changer de projet de société, donc le projet sera de changer la Constitution pour partir de la Constitution présidentialiste actuelle qui concentre tous les pouvoirs dans les mains du président à une Constitution parlementaire et fédérale. Ce candidat élu en 2023, bien quand il y aura les élections, va mettre en place une constituante qui va refaire la Constitution et qui va donc mettre le parlementarisme fédéral en place. À ce moment-là, vous me verrez candidat à l'élection législative, candidat à l'élection de député dans mon fief d'Oyem. Est-ce que c'est clair? Je serai candidat. Et quand je serai là, puisque dans le parlementarisme, le premier ministre de la province, dans le parlementarisme et le fédéralisme, de la province du Wellington, doit être élu par les députés de la province du Wellington. Donc je serai candidat à ce moment-là, je pense que je serai candidat au poste de Premier ministre, c'est-à-dire le chef de l'exécutif de la province du Wellington, ou bien candidat au président de l'Assemblée provinciale du Wellington, qui sera élu, comme le dit le régime parlementaire, qui sera élu par les députés qui ont été élus dans notre province. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. À défaut de ça, je pourrais avoir l'ambition un peu plus haute, c'est-à-dire venir postuler pour les députés au niveau fédéral, c'est-à-dire les députés au niveau national. C'est-à-dire je peux postuler au poste de Premier ministre, le chef de l'exécutif de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire je serai président de l'Assemblée. Mais si jamais cela se concrétise. Et ou bien chef de l'exécutif, ou bien Premier ministre du gouvernement fédéral, c'est-à-dire celui qui fait le gouvernement national. Si jamais ceci se concrétise, ferez-vous comme certains de vos prédécesseurs qui, il est élu député, par exemple à Mayumba, mais il réside à Libreville, n'est-ce pas une manière de se couper des réalités sociales de ces électeurs? Mais je crois que c'est une première réponse à la question que vous avez posée. Normalement, dans ce système-là, il est difficile, dans le système parlementaire et fédéral, de faire comme ça se fait aujourd'hui au Gabon, ou bien même en France. Vous habitez Calicac, vous habitez un quartier de Libreville, et vous allez vous présenter aux élections dans votre canton, au canton Wole, ou bien au Mogibinza, ou bien au canton Océan. Pratiquement, c'est des choses qui sont difficiles, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que dans ce régime parlementaire et fédéral, le député représente son canton. Et c'est d'ailleurs une des différences aussi, puisque vous avez posé la question tout à l'heure, ce qui crée la crise démocratique dont tout le monde en parle, quelqu'un comme François Hollande, qui a écrit un livre un peu dans le même sens que moi, c'est quoi? C'est la coupure qui est entre le député et son électorat. La constitution présidentialiste actuelle dit quoi? Elle dit que si vous êtes député, par exemple de mon canton, je suis député de Moulégué-Pinza, je suis député de Moulégué-Pinza, quand je fais ma campagne, je fais la campagne à Moulégué-Pinza, sur le terrain, en disant on va vous aider à faire les routes, on va faire ceci, la priorité c'est ceci et cela. Mais
dès que je suis élu, c'est fini, je ne suis plus le député de Moulingui Binza. C'est ce que dit notre constitution actuelle. Je suis maintenant le député national. Ça veut dire que je n'ai plus de compte à rendre aux électeurs qui m'ont élu. Et un article, je crois que c'est l'article 33, je ne sais pas quel article de la Constitution gabonaise, ou 39, dit que tout votre impératif est nul. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous réclamer des choses de là où vous avez fait la campagne. C'est ce que dit la Constitution actuelle. Hein? Donc, voilà les choses que nous devons changer. Et le parlementarisme permet de changer ça. Pourquoi? Parce que le député est le député du coin où il habite. Souvent. L'élection se fait en deux. Il y a une élection de liste pour les candidats au niveau fédéral, un député fédéral. Ceux-là vont s'occuper des trucs au niveau national. Et il y a des candidatures uninominales qui se font au niveau des provinces. Et ces gens-là sont des gens qui restent dans la province. Si le pont est coupé, ils souffrent comme les autres. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un vient prendre le mandat en Vadi, des gens de Vadi, et puis il vient vivre à Libreville, même si le pont est coupé, il s'en fout. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui sont différentes entre les régimes parlementaires fédéraux et les régimes... Je prends aussi un autre cas. Vous avez demandé des exemples. Les nominations. Dans la constitution présidentialiste francophone actuelle, que ce soit en France ou en Afrique francophone, hein, la constitution dit que le président de la République nomme à toutes les fonctions publiques et militaires de manière discrétionnaire. Voilà, si vous voulez, le sida qui est dans la Constitution française. Ça veut dire quoi, discrétionnaire? Nous avons hérité aussi. Pas hérité, nous l'avons. Nous l'avons. Je dirais même, peut-être même on nous l'a imposé. Bon alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire, discrétionnaire? Ça veut dire que je m'enferme dans moi-même et puis je dis demain matin, le directeur général de la SEG, ce sera toi, M. Mabiala. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je n'ai pas à soumettre et demander un avis de quelqu'un. C'est ce qui est discrétionnaire. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y a d'autres exemples dans le fonctionnement de la République. Bon, je vous cite par exemple un cas que je connais un peu. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qu'on donne l'autorisation au chef à faire de manière discrétionnaire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quand par exemple, ça, chez les francophones présidentialistes, c'est comme ça. Dans les régimes parlementaires, ce n'est pas ça. Pour nommer des hauts fonctionnaires, il faut soumettre la candidature, la proposition que tu veux mettre, si tu es président de la République, chef de l'exécutif, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée, qui dit « Ah, M. Okenvele a fait telle bêtise l'autre jour, il n'a pas pu faire cela, on lui a donné la Sogatra, il n'a pas pu la redresser, on ne peut pas le mettre encore ministre des Transports. » C'est quelqu'un qui a beaucoup d'échecs. Ou bien c'est quelqu'un qui a détourné l'argent du pays. Ou bien c'est quelqu'un qui a violé la loi à tel endroit. Parce que les gens, les députés, vivent dans toute l'étendue du territoire. S'ils disent non, on dit au chef de l'exécutif ou au président, allez revoir votre copie. C'est valable pour les ministres, c'est valable pour les directeurs de cabinet qui nous font aujourd'hui l'actualité. Le président de la République, Ali, n'a pas besoin d'aller demander mon autorisation, l'autorisation d'assemblée pour nommer son directeur de cabinet. La loi lui dit qu'il nomme qui il veut. Hein? Et vous vous souvenez d'ailleurs d'une phrase du défunt président, Omar, qui disait ben, d'un chien, je peux en faire un ministre. Effectivement, on a vu qu'il y a des gens que les gens ont découvert ministres, mais qui n'avaient pas le niveau. C'est ce qui pose alors le problème de méritocratie dont on parle et qu'on réclame. Exactement. C'est ce qui tire la société vers le bas. Le jour que les gens vont à des postes et qu'ils ont la capacité à ces postes, les choses iront mieux. Je vous cite quelque chose que j'ai suivi dernièrement dans une interview de Bernard Tapie. Tapie dit pour réussir, il faut deux choses. Quand vous êtes chef, vous êtes un leader. Un, savoir ce que vous voulez faire de votre pays. Savoir dire, voilà, je veux rendre les gens heureux. Ou bien, je veux faire telle ou telle chose. Deuxièmement, s'entourer des gens compétents. S'entourer des gens compétents. Là, vous allez réussir quand vous avez ces deux conditions.
Mais les échecs viennent de quoi? Vous savez ce que vous voulez faire, mais vous entourez des gens qui doivent vous flatter. Des gens incompétents qui doivent vous obéir à l'œil. Je reviens sur quelque chose qui est triste. Ça me rappelle quand le président, le défunt, a fait son discours testamentaire, 1 an ou quelques mois avant sa mort. Quand le président de la République vient nous dire, mais Dieu ne nous a pas dit de faire ça, de ce que nous faisons du Gabon. Il nous regarde, vous vous amusez, vous ainsi de suite. Mais je dis, moi j'ai été collaborateur du président de la République. Les chefs du président de la République, c'est parce qu'il s'est mal entouré. Le président a toujours mis en avant des gens qui le flattent. Des gens qui le flattent, des gens qui applaudissent. L'une des nombreuses stars du régime présidentiel. Présidentialiste, elle est là. À partir du moment où vous voulez que les gens... Oui, monsieur, mais vous n'allez pas progresser. Il faudrait que des gens viennent vous dire, monsieur le président, ce que vous faites là n'est pas bien. Mais les gens se souviennent, moi j'ai travaillé avec le président, combien de fois on a eu des démêlés à cause de ça. C'est une des raisons même pour lesquelles je suis parti du Conseil économique et social. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que je trouvais que, je dis au président, ça là on ne peut pas faire, et il faisait. Ça là on ne peut pas. Mais il y a des gens qui applaudissaient. Et après, quand maintenant les choses vont mal, ils ne reprennent pas leurs responsabilités, ils disent c'est toujours le président. C'est vrai. Et vous savez, en parlant des règles, des pays comme la Norvège, dans la constitution norvégienne, il est dit ceci. Si vous êtes au conseil des ministres avec le chef de l'exécutif, si le chef d'exécutif, le président de la République prend, ou le premier ministre prend une décision, si vous êtes à la réunion et que vous lui dites que non, monsieur le président, je ne suis pas d'accord, et que le président fait ça, et que demain ça marche mal, si vous venez dire, ah, je n'étais pas d'accord avec le président et pourtant j'avais dit, on vous poursuit. Vous êtes poursuivable. Parce que devant le président, vous n'avez pas eu l'honnêteté de lui dire que ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà les systèmes-là qu'il faut changer. Ça, c'était déjà la première étape, les nominations. Toutes les nominations, ainsi de suite. Je reviens sur un point dans la nomination. Le problème des binationaux au Gabon. Les gens vont, quand je parle de ça, les gens pensent qu'aucun Vélé est raciste, xénophobe. Non. Dans la plupart des constitutions parlementaires, les binationaux, on ne doit pas leur confier des postes de responsabilité au niveau de l'administration, au niveau de la République, au sommet de l'État. C'est interdit. Donc le cas que nous avons eu là, si on était dans un régime présidentialiste, Vincent Akobessi ne serait pas directeur de cabinet. Lacruche ne serait pas directeur de cabinet. Pourquoi cela cause un problème de patriotisme? Mais non, parce que quand vous avez un pied dedans, un pied dehors, il faut choisir. Vous ne pouvez pas défendre un pays quand vous avez un autre pied dehors. Quand ça commence à brûler dans ce pays, vous prenez l'avion. Est-ce que vous comprenez? J'ai des cas. Dans les pays parlementaires, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas, les binationaux d'abord, il n'y a pas de binationaux. Moi, je viens du Cameroun, où je viens de séjourner pendant quelques temps. Je suis allé pour un mariage. Le député Nkom, je crois qu'il s'appelle Nkom, qui est du parti au pouvoir, qui a été élu, comme là-bas il n'y a pas de double nationalité, qui a été élu, député du parti au pouvoir, a été déchu de son élection. Parce qu'on a découvert après qu'il avait une deuxième nationalité. Nous sommes là à côté au Cameroun. Vous comprenez? Ce sont des tendances qui sont beaucoup plus dans les systèmes francophones. Hein? Le Cameroun a gardé ce petit côté anglophone, je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé. Mais quand vous allez dans des pays, la binationalité, c'est surtout dans les pays, c'est comme ça que vous voyez un pays comme le nôtre. Comment voulez-vous que toute l'économie est dans les mains des étrangers? Hein? Le président de la République a beau nous dire, nous n'avons pas deux pays. Mais comment? Est-ce que quelqu'un qui est binational, qui est gabono-français, n'a pas deux pays? Mais où sont l'équipe qui entourait le président Ali au premier mandat? Les Akombessi, les Liban, on les a vus. Les gens qui nous empêchaient même de rencontrer le président. Ils sont où?
Le président est malade et tous ces gens-là sont allés chez eux. Donc ils ont une deuxième patrie. L'une des nombreuses stars encore du présidentialisme. Exact. Exact. Ce sont des tendances du présidentialisme. C'est-à-dire le président nomme qui il veut. Alors selon vous, il est question de couper radicalement avec ces pratiques en changeant radicalement de régime. Il faut changer de règles, je vous dis. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut changer des règles. Je ne dis pas que tous les pays présidentiels, le régime présidentialiste, excepté la binationalité, puisque j'ai vu un peu, on a parlé du Cameroun. Mais je vous dis, dans ces pays-là, on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Et vous êtes un étranger, vous venez faire le commerce, vous faites du machin, mais vous ne devez pas être dans les commandes de la politique du pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà les choses qui doivent changer. Je vous cite aussi la primauté de l'exécutif sur le Parlement. Quand vous allez regarder la constitution que nous avons, présidentialiste, vous verrez que c'est le gouvernement qui commande lors du jour du Parlement. C'est le Conseil des ministres qui impose les lois. En disant celle-là, je veux maintenant que celle-là passe, vous ne prenez pas celle-là. Pourtant, il y a le principe de la proposition de loi. La séparation de pouvoir. Loi, donc, non, mais justement, déjà dans le texte, le projet de loi, c'est qui? C'est le gouvernement. Et leur proposition, c'est qui? L'Assemblée, par exemple. C'est le projet qui passe toujours au-dessus. Combien de textes l'Assemblée gabonaise a déjà sorti par rapport au nombre de projets qui viennent du gouvernement? Toujours et même quand l'Assemblée va sortir le projet, puisque le gouvernement au-dessus, l'exécutif au-dessus du Parlement, c'est le Parlement qui va avoir la primauté. Donc on va dire, attendez d'abord, nous c'est urgent. Est-ce que vous suivez? Donc ce sont ces choses-là sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, la plupart des pays qui ont des régimes parlementaires et fédéraux sont les plus puissants. Que ça soit du point de vue politique, stabilité politique, que ça soit du point de vue économique. Quand je dis aux gens que la France est la 27e démocratie du monde, qui me croit au Gabon? Et pourtant, il suffit d'aller dans Google. Les plus grandes démocraties sont parlementaires. Ils en parlent dans votre ouvrage. Oui, et on va même dire encore, bien appuyées en plus. pour ne pas fâcher les gens, que ce sont des monarchies symboliques qui sont des régimes parlementaires. Parce que quand on parle de monarchie ici, tous les cheveux vont se lever. Bien sûr, mais ce n'est pas des monarchies absolues, comme dans les pays arabes, ainsi de suite. Mais des monarchies symboliques, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un roi qui est là, mais qui n'a pas le pouvoir de tout exécutif. Pour abonder dans le même sens que vous, voilà. il y a l'expression du monarque républicain, c'est dans ce genre de système. Je dirais, M. Mabiala, si j'avais à qualifier le régime présidentialiste, je dirais que c'est une démocratie autoritaire. Jusqu'à ce point? Oui, oui, oui. Si j'avais à le qualifier d'après ce que j'ai compris en ces 5 ans de recherche, c'est une démocratie autoritaire. Mais tout se passe par la force. Mais je vous prends même un exemple. Regardez en France. Les gilets jaunes, les gens veulent marcher. On leur envoie quoi? Les grenades lacrymogènes, le machin, la dernière, le taser, le machin. Tout se passe par la force. Il n'y a pas beaucoup de pays en dehors de grandes démocraties où il y a eu des événements, des manifestations sur autant de temps que la France. Pourquoi? Parce que ça manque de démocratie, ça manque d'écoute. Et comme je le dis aux gens, la démocratie, c'est comme les tremblements de terre. Il y a des degrés, des degrés, des degrés. Ceux qui sont au-dessus, ce sont des démocraties, par exemple scandinaves, les parlementaires, les régimes, les anglophones, ceux qui ont ces régimes-là. Ceux qui sont en bas, comme la France est en bas, dans les grands pays là-bas, en démocratie, en Afrique, en bas, ce sont les francophones. C'est clair. Les gens voyagent. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans les pays anglophones. Ils sentent quand même que c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on a laissé aux citoyens une partie de la souveraineté. Le citoyen a des moyens de pouvoir faire des choses. Or, les citoyens dans les régimes présidentialistes sont démunis de leur souveraineté. Toute la souveraineté est au niveau de l'État. La souveraineté économique, il n'y en a pas. Tu veux faire une petite plantation, tu ne peux pas. Tout est géré au ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous comprenez?
alors qu'il faut amener le pouvoir au plus près du besoin. Quand il y a des trous à Mouila, dans les routes de Mouila ou de Fougamou, il faudrait que les gens de Mouila, l'autorité administrative et politique, voilà, aient les moyens de boucher ces trous. Au lieu d'attendre qu'on n'attende pas à Missa. Le centre. Quand Amissa arrive, c'est là où les trous se bouchent. Et tout ça là coûte combien? Et vous voyez bien que le vrai problème que pose ce régime présidentialiste, c'est le problème de la transparence. La transparence. Le régime parlementaire est un régime public. Tout se fait en public. Tout se fait à l'Assemblée nationale. C'est 200, ça dépend. En Chine, c'est 3000 parlementaires, 3000 personnes qui sont à l'Assemblée. Ici, il y en a 200 ou 300. Tout se passe au vu et au su de tous. Il n'y a pas de choses cachées, des choses discrétionnaires, des choses dans le flou. Il n'y a pas de trucs secrets. C'est ça qui met le désordre. Puisque le président peut faire ces choses en secret. On apprend seulement, l'argent est sorti. Les enfants ont mis l'argent dans les maisons. Ils ont volé les coffres, ils ont volé tout. Alors, vous trouvez normal? Monsieur Okinvele, vous nous donnez de fort belles illustrations. Nous allons évoluer davantage dans l'intérêt des téléspectateurs. Alors, on va aborder la question des biens mal acquis. Lorsqu'on vous lit, vous affirmez que ces biens mal acquis ont pu se faire uniquement avec la complicité des hauts responsables politiques français au plus haut niveau. Comment cela? Mais là encore, je parle des faits. Je vous dis, ma recherche, ce n'est pas les discours. Ce ne sont pas les maquettes. Je parle des faits. Mais vous-même, vous êtes journaliste. Vous avez entendu ce que Bourgi a dit? Des mallettes qu'on venait chercher sur le président Bongo ici pour les donner aux chefs des partis en France? Ce sont les faits. Bourgi vit encore. Et tout bord confondu, hein? Gauche, droite, centre, oui. Extrême gauche, extrême droite. Il vit encore. Comment voulez-vous que... si on dit... nos papas, nos présidents de la République ici, ont volé l'argent. Mais s'ils placent l'argent en France, vous pensez que les chefs de la France, à partir de... Parce que le problème présidentiel français, c'est là, c'est l'Élysée qui fait tout. Qui a tous les pouvoirs par rapport à tout le reste. Alors, donc, vous pensez que le président de la République du Gabon peut aller cacher de l'argent en France sans que le président français le sache? C'est impossible. Donc, si le président français ne dit pas, écoute, mon cher ami Omar, arrête ça. C'est qu'il est complice. Et surtout que cet argent, des fois, se retrouve dans leur poche. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bourgi. C'est pas moi qui l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont fait des témoignages. Alors, compte tenu du temps imparti, nous allons évoluer davantage avec une autre question. Alors, c'est une question en rapport avec l'actualité gabonaise, parce que tout dernièrement au Gabon, les travailleurs sont montés au créneau par rapport à la proposition du nouveau Code du travail. Qu'en pensez-vous à ce sujet? Mais d'abord, là aussi, si les gens avaient bonne mémoire, le Code du travail actuel qu'on veut enlever date de 1993. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit. J'étais donc président du Conseil économique et social quand ce Code du travail s'est fait. Quand ce Code du travail s'est fait. Alors, le nouveau Code qu'on veut amener aujourd'hui, les syndicalistes pensent qu'il est trop favorable aux patrons. Il est trop favorable aux chefs d'entreprise. Et comme ce qui crée encore le problème, c'est que la plupart des chefs de ces entreprises sont des étrangers. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai vu que pour licencier, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser. On licencie, on embauche, machin. Il est trop perméable. C'est ce qui fait peur à nos syndicalistes. Je crois que, je ne connais pas bien la matière, mais je crois que si les gens s'opposent, c'est eux le peuple. Nos hommes, nos dirigeants doivent les écouter, doivent les rassurer. Est-ce qu'il serait important de faire l'adaptation comme le concept que vous mettez en évidence dans votre livre, démocratie d'entreprise? Mais là, vous me donnez l'occasion aussi de faire la différence. Parce qu'il y a un pays que je dis qui est vraiment, où c'est toujours mal. C'est parce qu'il y a le problème de la coopération. En Allemagne, il y a des problèmes qui sont vraiment aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde le fait. C'est la coopération. Il n'y a pas de rigidité comme par exemple aux États-Unis. Hein? Quand on regarde, moi quand j'étais au conseil, on appelait ça l'actionnariat salarial. On a toujours demandé à ce que
les travailleurs prennent des actions dans les entreprises. Cela se passe dans les pays comme l'Allemagne, dans certains pays. Et même en France aujourd'hui, ils sont en train de voir ça. La participation, comme ils le disent, les gens on parle souvent des gros mots, c'est que comment voulez-vous que dans une entreprise, le chef d'entreprise soit là seulement pour dire quand il veut fermer, il ferme. Quand il veut ouvrir, il ouvre. Et les travailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent partir où ils veulent. Vous comprenez? Or, c'est cette coopération-là qu'il faut. Il faudrait bien que dans une société, il y a la force du capital et il y a la force du travail. Il faudrait que les travailleurs aient un mot à dire dans les sociétés. Que ça soit dans une administration. Et c'est ce qui fait tous les conflits que nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les conflits que nous avons, c'est des problèmes de mauvais partage. Dans le régime présidentialiste, c'est du tout ou rien. Où tu es dans la majorité, ou tu es dans l'opposition. Tu as beau avoir des bonnes idées dans l'opposition, tu ne peux pas aller, on te dit attends ton tour. Vous comprenez? L'entreprise appartient au patron, et puis c'est tout. Les autres, ils attendent seulement qu'on dit on ferme, on y va. Très succinctement, une dernière question, vu le temps qui nous est imparti, qui tire facilement à sa fin. Vous affirmez que l'Union européenne ou l'Union africaine sera fédérale ou ne le sera pas. Pourquoi? Je l'affirme parce que nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2020. C'est le jour du Brexit. Je crois que vous avez compris. L'Union européenne s'est retirée. Pas l'Union européenne, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pardon. C'est retiré. C'est le jour. Donc l'Union européenne sera quoi? Et il n'y aura plus d'union. Et il y a d'autres pays qui vont suivre l'Angleterre. Pourquoi? Parce que si cette Union européenne avait été fédérale, comme les États-Unis, est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui, un État qui a demandé de quitter les États-Unis? Non. Je dis la même chose pour l'Afrique. Et je veux dire aux Africains, au peuple africain, que tant que nous n'aurons pas un seul continent, un État-continent fédéral, qui est l'OUA, c'est-à-dire l'Union africaine fédérale, aucun pays ne va sortir ses habitants de la souffrance. Merci. C'est quand on sera ensemble et que les Africains vont pouvoir, comme les Américains, dire voilà, moi je suis d'abord africain, et puis je suis de l'État de l'Ohio, et puis je suis machin, ainsi de suite. Où il n'y aura pas à perdre trop de temps dans les frontières, on ouvre les voitures, ça ne veut pas dire que la sécurité est partie, il y aura la sécurité. Mais l'avenir de l'Afrique, et l'avenir du Gabon, c'est l'Afrique. J'ai envie de dire ça. L'avenir du Gabon, c'est l'Afrique. L'avenir du Cameroun, c'est l'Afrique. L'avenir de l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que le Gabon lui-même, je l'ai déjà dit, c'est 14 milliards de dollars. Il pèse. La France pèse 2300 milliards de dollars. L'Afrique réunie pèse 2100 milliards de dollars. Vous comprenez? Donc aucun État ne peut aller discuter avec la France seulement, encore moins avec l'Union européenne. Ce que nous assistons aujourd'hui, c'est du cinéma. L'Inde discute aujourd'hui, parce que l'Inde, c'est à peu près le même niveau que l'Afrique. Mais l'Inde, quand les Indiens parlent, les gens les écoutent. Vous comprenez? C'est ça l'avenir de demain. Ceux qui vont contre ça, qui ne veulent pas d'une union fédérale, qui sont là en train de vouloir faire les roitelets, je suis président de tel pays, j'ai les costumes, ça ne sert à rien. Ce sont des combats d'arrière-garde. Il faut changer. Demain, c'est grâce à l'Union africaine dont est mort Kadhafi, dont est mort Bouganda, dont est mort Kwame Nkrumah, dont est mort Sankara, ainsi de suite. C'est ça l'avenir pour les Africains, surtout pour les jeunes. C'est à eux que je parle, parce qu'ils sont plus nombreux. Et je dis, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, il faut qu'ils prennent en main ce projet de changement de système. Voilà ce que je peux te dire. Merci. Monsieur Okinvele, auteur de l'essai intitulé « Déficit démocratique et mal de développement en francophonie » avec comme sous-titre « Quand nos dirigeants ne peuvent plus ». Chers téléspectateurs de Fil d'encre, nous voilà arrivés au terme de votre émission, tout en vous rappelant que nous étions dans le cadre de la deuxième partie de notre entretien avec Monsieur Okinvele. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.